Bonjour, je viens ici de nouveau pour vous permettre de vous y retrouver un petit peu plus et de reprendre cette expression qu'est les soins énergétiques de manière plus détaillée, en allant un petit peu plus aussi en profondeur dans la terminologie, dans les définitions, dans tout ce que ça recoupe comme soins, ces soins énergétiques et toutes les techniques et autres soins que l'on peut mettre derrière cette expression soins énergétiques. Alors bien sûr, pour les praticiens, les thérapeutes, ça ne sera pas nouveau, ce sont des choses qui sont déjà entendues, donc là ce ne sera qu'un rappel. Pour les personnes qui ont bénéficié de soins énergétiques, ce sera sûrement un complément avec des informations peut-être qui vous intéresseront beaucoup. Et puis surtout, ces quelques minutes d'enregistrement avec vous sont plutôt destinées aux personnes qui ne connaissent pas ou très peu tous ces soins énergétiques et toutes ces thérapies énergétiques et tout ce que l'on entend par soins énergétiques en citant toutes les techniques, et donc aux personnes particulièrement de l'extérieur qui viendraient en visite par ici sur notre chaîne YouTube et sur les infos flammes jumelles et autres relations amoureuses peu ordinaires. Elles auront ici, donc toutes ces personnes, quelques précisions quant à cette expression soins énergétiques et à toutes les informations qui peuvent s'y rapporter de manière assez synthétique, encore succincte et en plusieurs parties pour y aller pas à pas et de manière plus claire. Alors cette expression, encore une fois, elle est importante à bien définir et il est important que soit bien compris tout ce que ça inclut comme soin, comme technique, comment tout cela est défini et comment tout cela est pratiqué afin d'être bien utilisé, à la fois l'expression, donc le vocable au niveau de la terminologie et à la fois bien sûr les soins pour bien en parler et peut-être faire de bons choix aussi. Et pour les personnes donc qui ne connaissent pas encore, ne pas forcément faire d'amalgame avec d'autres choses dans le spirituel, dans l'ésotérisme, voilà, et ne pas tout mélanger, ne pas faire d'amalgame comme si on allait au marché avec son grand panier et qu'on mette tout ce qui est vert dans un grand panier et qu'on dise voilà, tout ça c'est pareil alors qu'il y a des concombres, des courgettes, des avocats, des cornichons et tout ça c'est pas pareil même si ça se ressemble et que c'est tout vert. Voilà pour un peu imager aussi le fait que parfois quand on est à l'extérieur on connaisse peu des techniques, des soins, une thérapie, une médecine, même pour les médecines traditionnelles, on a tendance à tout confondre peut-être, voilà, sans que ce soit une mauvaise chose. C'est un petit peu normal parce qu'il y a beaucoup de détails dans tous ces soins, beaucoup de techniques différentes et au long des millénaires, puisque les plus anciennes médecines naturelles datent de 5000 ans et même plus, évidemment on peut s'y perdre. Donc important de bien définir, important de bien savoir ce que l'on met derrière, de bien connaître les disciplines que l'on peut mettre derrière et avec des classifications, disciplines qui sont encore malheureusement mal connues en France alors que ça fait quand même des années que les personnes, donc les patients et patientes en recherche de soins, d'aide, de thérapeutique, ont pu bénéficier, ces patients et ces patientes donc de ces soins, et pourtant encore dans certains milieux, certaines personnes, d'autres disciplines d'ailleurs qui visent à aider l'être humain connaissent mal ces thérapies et soins énergétiques. Il serait dommage donc de faire passer une chose pour une autre et de voir les choses de manière incomplète, ce qui pourrait amener à les voir de manière même parfois négative, amenant à des préjugés, ces fameux préjugés toujours, voire à un certain obscurantisme à l'extrême. Donc revenons à l'énergie, puisque nous parlons de soins énergétiques. Nous savons que tout est énergie dans l'univers. La matière est énergie, c'est de l'énergie condensée, et que tout est aussi en vibration dans cet univers. La matière est en vibration, nos corps physiques, corps de matière, sont en vibration. Chacune de nos cellules sont comme des petits circuits oscillants en vibration. Tout cela, c'est du domaine du vibratoire. Nous vivons donc
dans un univers vibratoire du plus petit au plus grand, de tout ce qui existe, de tout ce qui est visible et invisible d'ailleurs. Et nous, êtres humains, sommes vraiment des êtres vibratoires. Ce qui pourrait démystifier un petit peu ces êtres bizarres et farfelus qui s'appellent flammes jumelles ou flammes incarnées ou flammes d'amour ou flammes tout court ou flammes je t'aime et qui ressentent plein de choses en décrivant leur ressenti énergétique et même qui communiqueraient par la télépathie avec un autre. Cet autre qui n'est peut-être pas encore au courant qu'il est celui qu'on appelle le jumeau pour l'humour. Parenthèse humour refermée. On pourrait donc aussi parler dans cet univers d'énergie, d'univers connecté, ou encore d'un champ de conscience unifié, ou aussi on parle d'univers fractal et holographique. Donc fractal, cela signifie que chaque objet est imbriqué dans un autre, du plus petit au plus grand. On donne l'image des poupées gigognes et que chacun de ces objets, aussi petits soient-ils, possède la même information que le précédent et que les plus grands, et que le plus grand de tous ces objets et possède donc l'information du grand tout. Chaque objet de cet univers, du plus petit au plus grand, possède l'information complète. Pour une définition succincte de fractal. Et puis holographique, ça veut dire donc une production d'images en 3 dimensions à partir d'une source qui produit une onde, des interférences, ces interférences qui, quand elles sont éclairées par un laser spécial, permettent de reproduire l'objet à l'identique, une image de cet objet en 3 dimensions à l'identique, n'importe où, dans n'importe quel endroit de l'univers, donc de dupliquer cet objet à l'infini en fait pour la technique holographique. Alors vous entendez parler souvent donc aussi de cet univers énergétique, voilà, je vous en ai parlé aussi au travers de la théorie de la dualité magnétique, celle de Frank Hatem, reprise donc de son père Léon Raoul Hatem, H-A-T-E-M, donc toujours pour père et fils, Frank Hatem. À l'image de cet aimant, donc cette théorie de la dualité magnétique, non reconnue encore au niveau scientifique, pas plus que l'univers connecté, qui nous ramène à d'autres scientifiques d'ailleurs, qui disent bien que tout ce que l'on appelle métaphysique et spirituel, c'est ce que la science n'a pas encore découvert ou redécouvert, mais donc tout est explicable de manière scientifique, c'est simplement qu'on n'a pas encore les moyens de l'expliquer. Donc rien d'ésotérique non plus dans certains phénomènes et phénomènes vibratoires, des êtres vibratoires que nous sommes, dans cet univers qui pourrait s'expliquer par la dualité magnétique, toujours à l'image d'un aimant, il porte bien son nom, avec un pôle plus et un pôle moins, toujours en cohésion, toujours en attraction, jamais en répulsion, comme nous les 2 jumeaux dans nos duos de flammes jumelles. Vous entendez donc souvent parler de soins énergétiques par ici, sur toutes nos chaînes concernant ces relations si particulières et donc des bénéfices qu'ils peuvent nous apporter dans nos parcours sinueux, exigeants, parfois éprouvants, fatigant, où on est complètement déboussolé, voilà, beaucoup de chamboulements intérieurs, beaucoup de bouleversements et on a bien besoin de rééquilibrer. Ce sont donc ces soins énergétiques quels qu'ils soient et chacun à leur façon. Il y en a peut-être qui apportent plus et d'autres un petit peu moins, on le verra dans une seconde partie, mais ces soins énergétiques sont donc les bienvenus pour permettre ce rééquilibrage à la fois au niveau corporel, physique, mais aussi au niveau émotionnel, mental, et pour calmer toute cette effusion d'émotions, toutes ces souffrances morales et émotionnelles aussi parfois, pour les personnes qui traversent le pire. Certaines ont traversé ces périodes très difficiles qu'on appelle aussi la nuit noire de l'âme avant de rencontrer leurs jumeaux. D'autres, c'est pendant tout ce travail qui se fait et à distance avec le jumeau que cette nuit noire de l'âme est vécue. Et tous ces soins énergétiques peuvent donc apporter énormément d'apaisement et énormément de rééquilibrage. Donc on pourrait parler aussi de thérapie énergétique et de médecine énergétique dont découlent ces soins énergétiques finalement qui sont des petites parties extraites de ces 3 grandes médecines énergétiques que sont la médecine énergétique traditionnelle chinoise, la médecine ayurvédique
et la naturopathie en Occident, qui sont des systèmes, des médecines et un système de médecine complète, vraiment des systèmes complets et tout un ensemble de techniques qui permet d'intervenir au niveau de l'individu de manière holistique, comme on le dit en thérapie holistique et comme je le résume moi, donc corps, cœur, esprit, au sens de la psyché et âme, de manière interreliée où tout est interdépendant, une partie de l'individu n'étant pas séparée d'une autre entre l'émotionnel, la psyché, le mental, le spirituel et le corporel, le physique et tout ça relié par l'énergétique toujours. Donc la plus ancienne de ces médecines énergétiques, c'est bien sûr la médecine énergétique traditionnelle chinoise, vieille de 5000 ans pour donner son nom entier, avec ses 5 piliers dont l'un d'entre eux est l'acupuncture. Acupuncture basée sur la circulation de l'énergie au travers de tous les méridiens, 12 principaux méridiens plus 8 autres secondaires et 365 points d'acupuncture. C'est facile, il est facile de s'en souvenir puisque autant que 2 jours dans une année. Cette médecine traditionnelle chinoise donc a été mise au point il y a 5000 ans, elle est très ancienne aussi, pour permettre de faire recirculer l'énergie dans sa dimension, dans son pilier acupuncture avec des aiguilles. Il y a aujourd'hui donc de nombreuses variantes en acupressure et digitoponcture qui se passent d'aiguilles, mais qui traitent les points d'acupuncture également par pression ou par dissipation. Avec les doigts, le gras des doigts, donc le pouce en général, voilà, et en appuyant avec les doigts sur ces points d'acupuncture plutôt que d'utiliser les aiguilles. Ce sont des variantes très intéressantes. Il y a bien sûr aussi en médecine traditionnelle chinoise les ventouses, très intéressantes pour dégager des toxines et faire travailler le corps et faire recirculer l'énergie aussi. L'acupuncture n'étant qu'un des 5 piliers, je ne m'étendrai pas ici sur les 4 autres. Vous avez en Inde, bien sûr, cette autre médecine très ancienne, un système complet de techniques et de thérapeutiques, vieille aussi de 5000 ans, qu'est la médecine ayurvédique, avec elle aussi donc un système de codification, de détermination donc sur le corps humain de ces assimilés méridiens d'énergie. Ce n'est pas tout à fait pareil qu'en médecine traditionnelle chinoise. On les appelle les nadis, avec les 3 premiers nadis donc que sont la Sushumna, la colonne centrale, autour de laquelle s'enroule un courant ascendant en forme de spirale. Vous allez voir un petit peu où on en arrive. Donc ce deuxième courant qui s'enroule au départ du sacrum autour de la Sushumna, colonne centrale, s'appelle l'Ida, IDA, et bien sûr en courant ascendant, ensuite nous avons le courant descendant qui s'appelle Pingala, de la même façon s'enroulant en spirale autour de la colonne centrale, la Sushumna. Voilà que nous venons d'évoquer la montée de Kundalini pour ces 3 premiers nadis en médecine ayurvédique qui s'occupe aussi donc d'équilibrer la circulation d'énergie à l'intérieur du corps humain, des corps humains ni trop ni trop peu. Et puis la troisième dans ces 3 systèmes complets, qui est la naturopathie, donc en Occident, vieille aussi, elle, au moins de plus de 2000 ans et bien plus, puisqu'on pourrait repartir sur les pratiques dans les cultures et la culture celtique. 3 grandes médecines naturelles donc, qui ont à la fois des ressemblances et à la fois des spécificités, sont des systèmes complets, naturopathie y compris en Occident, en francophonie. La France était très en avance au milieu du XXe siècle, donc dans les années 1950, a essaimé d'ailleurs un petit peu partout dans la francophonie et dans le monde, et puis de nouveau maintenant un petit peu à l'image de l'agriculture biologique d'ailleurs, n'a pas continué son avancée, et ce sont les autres pays du monde qui sont bien plus avancés que la France en naturopathie. Nous avons bien sûr une explication au rythme quelque peu rapide d'avancée de la naturopathie alors qu'elle avait si bien démarré. Ces 3 médecines, donc médecine ayurvédique, médecine énergétique traditionnelle chinoise et naturopathie,
Le terme médecine n'étant pas réservé à la médecine conventionnelle, je tiens à le préciser aussi, il y a eu des batailles judiciaires, juridiques autour de cela, donc en justice, et le terme de médecine n'est pas réservé à la médecine allopathique, pour le préciser. Elles sont bien reconnues toutes les trois par l'OMS sous le vocable médecine traditionnelle et également par le Parlement européen. Voilà. Pourquoi il est peut-être aussi important de parler de médecine conventionnelle quand on parle de médecine allopathique, notre médecine principale en France, la médecine de Pasteur, entre autres, et de tous ses acolytes, 1885, plutôt que de parler de cette médecine chimique, donc médicamenteuse, qu'est la médecine allopathique. Parfois, certaines et certains l'appellent médecine traditionnelle. Elle n'est vraiment pas la médecine la plus ancienne, elle est même la médecine la plus jeune et la plus récente, née d'après-guerre, avec la révolution verte en même temps en agriculture. Il y a eu donc tout le complexe pharmaceutiques et autres produits fabriqués et produits de synthèse, donc comme le sont les médicaments, molécules de synthèse. Cette médecine classique, conventionnelle, bien que tous les médecins ne soient pas conventionnés, il faut le dire aussi, qui est avant tout, en tout cas pour moi, c'est comme ça que j'en vois l'intérêt, et un grand intérêt avec tous les progrès qu'elle nous a permis, qui est avant tout une médecine d'urgence, une médecine réparatrice, de la chirurgie, de l'intervention pour la réanimation, également aussi pour l'anesthésie, bien qu'on ait des méthodes d'anesthésie différentes et alternatives aussi, certaines et certains choisiront. Un peu comme l'urgence pour les grands brûlés, des tests ont été faits à la fois avec le miel et à la fois avec la chromatothérapie ou chromothérapie, on peut dire les deux. Voilà, tout ça inclus à l'intérieur de la médecine conventionnelle classique permettrait donc de faire de la médecine intégrative au passage. Mais donc ces trois grands systèmes de médecine sont bien répertoriés à l'OMS sous le vocable médecine traditionnelle. Donc derrière notre première médecine, nous en France, médecine allopathique, médecine de l'urgence pour moi, médecine du médicament, de la chimiothérapie, de la réparation, du lésionnel et non pas du fonctionnel, de l'aigu peut-être plutôt que du chronique, on pourrait dire aussi. Elle est suivie en même temps d'une autre médecine plus âgée que la médecine allopathique, qu'est l'homéopathie, et arrive donc en troisième la naturopathie pour nous en France et en francophonie, mais sont venus maintenant aussi des praticiens de Chine, d'Inde, qui ont formé des personnes ici, ou des personnes, c'est plus rare, qui sont allées se former en Chine et en Inde et qui reviennent avec la pratique, donc en médecine ayurvédique et en médecine traditionnelle chinoise ici en France et en Europe et en Occident. Et maintenant, toutes ces thérapeutiques et thérapies et médecines cohabitent, avec donc certaines qui sont reconnues et d'autres qui sont aujourd'hui tolérées. Parfois, autrefois, c'était même très mal vu, notamment il n'y a pas encore si longtemps, il y a 10-15 ans, la naturopathie était mal définie. Peut-être que les formations n'étaient pas suffisantes non plus, parce qu'il ne suffit pas d'avoir fait 6 ou 10 week-ends en naturopathie en un an pour pouvoir prendre en charge une personne en naturopathie. Les naturopathes sont des non-médecins. Ils n'ont pas besoin de faire de diagnostic, ils n'ont pas le droit de le faire, mais ils n'en ont pas besoin, c'est-à-dire ils n'ont pas besoin de déterminer le nom d'une maladie, puisque de toute façon, ils prennent en charge un malade, cœur, cœur, esprit, âme, dans le bon ordre, et non pas une maladie. D'où le non-intérêt d'avoir un diagnostic et un nom de maladie. Par contre, s'ils savent interpréter des analyses biologiques, c'est d'autant mieux aussi. Et s'ils pouvaient travailler de concert avec la médecine allopathique, ça se fait très lentement. Ça ne serait que mieux pour les patientes et les patients. Pour le rappeler, donc tous ces systèmes de médecine complets travaillent avec chacun l'énergie vitale, celle que nous appelons cette énergie, donc énergie vitale en naturopathie, qui s'appelle le Qi en Chine et au Japon, avec une écriture un petit peu différente, et le prana en Inde. Nous avons aussi ce concept d'énergie vitale en naturopathie,
concept et base de philosophie qui n'est pas reconnue par la médecine conventionnelle, la médecine allopathique, notamment en France. Et pourtant, de plus en plus, certains médecins quand même s'y intéressent, d'autant plus qu'il y a certaines pratiques qui arrivent en hôpitaux, notamment la médecine, en tout cas la partie acupuncture, un des piliers, arrive dans les hôpitaux. Les massages issus des traditions orientales et extrême-orientales arrivent aussi depuis un bout de temps dans les hôpitaux. Et même autre pratique de soins énergétiques, le Reiki, serait un petit peu pratiqué dans les hôpitaux en Allemagne. En France, je n'en ai pas encore entendu parler. Pour en terminer avec la naturopathie et la définir plus précisément, c'est un système de santé complet et non pas juste un soin énergétique. Et elle regroupe 10 techniques que sont 1. La bromatologie, donc la science des aliments, diététique, nutrition, et finalement la diététique et la nutrition est un dérivé modernisé, plus étriqué, plus limité, à tel point que tout ce qui est allergie alimentaire et notamment aux produits laitiers est encore très peu visé, et notamment pour tout ce qui est menu alimentaire dans les entreprises, dans les écoles, dans les lycées, dans les collèges. Malheureusement, cette diététique et nutrition qui n'a pris qu'un tout petit bout de la bromatologie qui est pratiquée en naturopathie depuis toujours, la première technique, malheureusement ça n'a pas beaucoup progressé et elle est quand même un petit peu en arrière, cette diététique et cette nutrition, notamment en France toujours. On rappelle que la naturopathie est la médecine d'Hippocrate, un des plus grands médecins, qui était aussi avant tout naturopathe, avec sa fameuse philosophie, son précepte, que ton aliment soit ton médicament. Donc finalement, ça s'est perdu, puisque depuis Hippocrate, grand naturopathe aussi, plus aucune information, plus aucune formation issue de la naturopathie n'est enseignée, bien sûr, dans les facs de médecine. Il y a même très peu d'informations et de formations sur l'eau et l'importance de l'eau. Très peu en nutrition, c'est très succinct, et il y a même des pratiques médicales de la médecine allopathique qui sont réputées, acquises, et où il n'y a même pas de formation du tout, alors que la pratique toutes les semaines se fait en cabinet, mais les médecins ne savent même pas finalement en quoi consistent certaines pratiques et certains produits pharmaceutiques. Pour le préciser encore, Hippocrate, un des plus grands médecins de tous les temps, était aussi et en même temps naturopathe. Nous en étions donc à la première technique de la naturopathie qui est la bromatologie, science des aliments. Deuxième technique, la psychologie. Troisième technique, les exercices physiques. Quatrième technique, l'hydrologie, donc que ce soit l'eau de boisson, les bains dérivatifs, dont a dérivé aussi la médecine thermale, prescrite par la médecine conventionnelle, ça c'est une très bonne chose. De nombreuses sources thermales en France très thérapeutiques dont bénéficient des milliers et des milliers de patients tous les ans. Ça c'est de l'hydrologie, donc quatrième technique aussi de la naturopathie. Cinquième technique, un gros morceau donc qui est la phytothérapie et qui englobe encore d'autres sous-techniques entre guillemets que sont l'aromathérapie, donc les huiles essentielles, la gémothérapie, la science des bourgeons, donc des jeunes pousses, et de ce concentré de vie que les jeunes radicelles, jeunes pousses ou bourgeons sur tout le végétal recèle comme vertu thérapeutique. Donc cette science du bourgeon et cette thérapie donc, qui en découle, qu'est la gémothérapie. On pourrait aussi y inclure la lithothérapie, la thérapie par les minéraux et les pierres. On fait aussi des élixirs de minéraux d'ailleurs, et encore les élixirs floraux, fleurs de bac, fleurs du bush australien, il y en a encore d'autres, et encore les élixirs spagyriques. Là, c'est la quintessence du végétal avec des pratiques et fabrications alchimiques qui remontent au Moyen-Âge et encore bien avant, puisque au Moyen-Âge, c'était Paracels. Mais Paracels descend de toute une lignée de grands alchimistes. Bien sûr, cinquième technique donc était la phytothérapie, sixième technique de la naturopathie, les techniques manuelles et particulièrement les massages, septième technique, la réflexologie, huitième technique,
anciennement appelée pneumologie, donc les techniques respiratoires. 9e technique, la magnétologie, que ce soit par les aimants, le magnétisme, les impositions des mains. Et là, c'est vrai qu'on rentre dans les soins dits énergétiques. Tous ces soins isolés sont donc des dérivés de cette 8e technique, de cette 9e technique en naturopathie. 10e technique, ce que l'on appelle l'actinologie ou technique vibratoire. Alors là, c'est aussi un grand champ d'application. Il y a de nombreuses sous-techniques, que ce soit par les rayons du soleil et par tout un tas d'autres rayons aujourd'hui. Donc, entre un mix avec la magnétologie et l'actinologie, on pourrait donc aller rapidement à cette 4e ensemble de thérapies, cette 4e médecine dite du futur qui est déjà présente. Est-elle vraiment prête? Est-elle vraiment complète? Est-elle vraiment avec beaucoup de succès obtenu derrière? Je mets un bémol tout de suite puisque j'y ai travaillé pendant 2 ans assidûment avec des personnes donc, qui commercialisaient des appareils de thérapie dits quantiques. Je n'étais pas forcément, à force d'y travailler plusieurs heures par semaine, aussi enthousiaste que peut-être tout simplement parce que je ne faisais pas commerce des appareils, mais j'étais donc salariée pour travailler à tous ces documents, toutes ces transcriptions de conférences et toutes ces informations et formations à passer à un réseau de thérapeutes. Mais il y a donc, avec les médecines traditionnelles que sont la médecine énergétique traditionnelle chinoise, la médecine ayurvédique, la naturopathie en Occident, ensuite, une médecine beaucoup plus jeune d'après-guerre, médecine de l'urgence, médecine du médicament, médecine de la réparation, avec des appareils fabuleux de diagnostic qui permettent d'avoir des images extraordinaires du cerveau, du corps, les IRM, les scanners, à utiliser avec parcimonie. Les médecins le savent, ils ne prescrivent pas à tout va non plus. Il y a aussi donc à côté l'homéopathie et on pourrait donner un 4e groupe donc que seraient les thérapies dites quantiques. Alors ce serait plutôt thérapie basée sur la mécanique quantique et en raccourci vous entendrez souvent thérapie quantique. C'est un adjectif que l'on met maintenant un peu à tout va derrière tout un tas de choses parce qu'il fascine, cette mécanique quantique fascine, la physique quantique. Et on a tendance à le voir un petit peu partout parce que ça attire le regard, ça attire les personnes et ça donne une aura futuriste et très particulière aussi, on pourrait en parler. Ce serait donc un 4e groupe qui arrive donc sur la thérapie informationnelle, plutôt la thérapie de l'information par le passage d'informations avec les champs électromagnétiques, les ondes électromagnétiques, les ondes scalaires, voilà. On pourra le voir plus en détail aussi à qui ça pourrait s'adresser, pourquoi, comment, quelle efficacité, quel coût aussi, puisque c'est un domaine qu'il faut viser aussi quand on fait son choix de soins et de thérapie. Et puis après, en vrac, pour finir ici rapidement, après vous avoir exposé un petit peu plus précisément ce qu'étaient les médecines naturelles, d'où découlent les soins énergétiques. On pourrait citer donc en vrac le Reiki, le Healing Touch, le Quantum Touch, la reconnexion, l'énergie universelle, le magnétisme, l'imposition des mains, mais aussi dans les soins énergétiques, la musicothérapie en fait partie, le chant des voyelles que l'on peut pratiquer soi-même en fait partie, les thérapies vibratoires sonores avec des bols chantants, voire même des sonorités, des vibrations de didgeridoo, si vous connaissez, dans des caissons fabriqués exprès, sur lesquels on s'allonge et donc une personne envoie les vibrations sonores émises par le didgeridoo, incroyable vibration dans les basses, et un vrai traitement au niveau vibratoire et énergétique se produit dans le corps grâce à ces vibrations, et je vous donnerai encore plus de détails donc dans une seconde partie, en catégorisant, en classant bien chacune de ces thérapie énergétique, soins énergétiques avec les mains, avec appareil, à distance ou en présence, lesquels sont nés dernièrement, lesquels sont très très âgés et donc vieilles de plusieurs millénaires, lesquels étaient pratiqués avant, lesquels ont vu le jour aujourd'hui. Mais c'était déjà donc une première partie pour vous donner un regard plus précis,
pour les personnes qui ne connaissent pas ou peu ce que l'on appelle soins énergétiques, thérapie énergétique, à ne pas confondre, c'est un petit peu différent puisque ce ne sont que des parties, des émanations, des nouvelles créations de thérapie d'ailleurs, à ne pas confondre avec les systèmes complets de santé que sont la médecine ayurvédique, la médecine traditionnelle chinoise et la naturopathie qui se ressemblent donc en tant que système de santé complet avec toutes leurs techniques. De ces systèmes de santé naturels, médecine naturelle, système de santé complet, émanent ces soins énergétiques qui ne sont que des parties avec beaucoup de variantes, beaucoup d'enseignements différents, beaucoup d'écoles, et il est important aussi de voir d'où vient quoi pour certains soins et de pouvoir faire son choix en connaissance de cause aussi, sans tout mélanger, en ayant les bonnes définitions et puis bien sûr en regardant au niveau du praticien comment il pratique, ce qu'il peut en dire, quelles sont ses formations et puis ses résultats toujours, c'est le plus important aussi, au-delà de diplômes, de systèmes reconnus ou moins reconnus, il y a aussi tout simplement les résultats obtenus par les diverses techniques énergétiques et soins énergétiques. On pourra aussi parler de psycho-énergétique qu'on peut pratiquer à la maison avec le Ho'oponopono qui en ferait partie. L'EFT, bien sûr, l'Emotional Freedom Technique, la PNL, où est-ce qu'on la classerait? Il y a encore d'autres variantes. Les régressions jusqu'à la naissance, donc... Et encore, par exemple, même pratiquée par des psychanalystes et uniquement par des psychanalystes d'ailleurs, la respiration holotropique, est-ce que ça ferait partie d'une thérapie énergétique? Pour moi, oui, c'est extrêmement puissant, mais ça secoue. Donc, il y a vraiment un panel bien plus vaste encore, même quand on en a connaissance, finalement, c'est quand j'y retourne moi-même que je vois que le panel de soins énergétiques et de thérapie énergétique est très très vaste. À s'y perdre, à pouvoir tout confondre de l'extérieur quand on connaît peu ce domaine thérapeutique. Je vous retrouve dans une seconde partie pour la suite.